Le problème de la manipulation idéologique, c'est qu'après, il y a le recul, et avec le recul, on accède quand même à certaines, je dirais, vérités. On tend vers plus de vérité. C'est simple. Aujourd'hui, avec le recul, on est à peu près sûr que Lee Harvey Oswald n'a pas tué tout seul pour des questions psychologiques John Fitzgerald Kennedy, par exemple. Voilà. Et là, pour le coronavirus, malgré les zones d'ombre, les incertitudes, même moi, j'ai proposé plein de pistes. J'ai essayé de produire une vision globale, synthétique et donc dialectique de tout ça en fonction des éléments qu'on avait. Ce qui est sûr, c'est que avec le recul, on a comme quelque chose qui s'approche de la réalité statistique. Pour ça, c'est simple, on a Raoult qui, je le rappelle, est un virologue statisticien. C'est pas comme Montagnier qui est un type qui travaille le virus en laboratoire. Lui, c'est un épistémologue, d'ailleurs, il le dit, c'est un sociologue du virus. Et il nous a tout dit sur ce qu'était une épidémie, une pandémie, ce qu'il n'y avait pas de rebond. Il nous a montré les courbes en cloche. Je remarque d'ailleurs qu'il est toujours autant attaqué, en gros, où on essaye en gros de le récupérer. Il y a les deux trucs, récupérer. Là, il y a Onfray, attaquer BFM, on verra toujours BFM. Raoult c'est un peu toujours les miracles qui se passent. Un espèce de Gaulois réfractaire qui est à Marseille, c'est un symbole, qui fait son travail jusqu'au bout et arrive à communiquer grâce d'ailleurs à Internet. On voit qu'au départ, il joue la carte YouTube. Il a à peu près tout dit, il avait tout annoncé, il est à peu près tout bon. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas, donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole, donc ils se fixent. Mais la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens. Et la conclusion, c'est que on a confiné, on va dire, le monde entier sur des prévisions ultra alarmistes et ultra catastrophistes, qui se sont avérées, fausses. Alors on voit qu'il y a un Anglais qui est pointé du doigt, et donc des erreurs qui ne sont pas des erreurs, mais qui sont des mensonges liés à de la corruption. C'est-à-dire des gens qui sont financés par les réseaux Bill Gates, donc l'OMS, réseau mondialiste. Alors mondialisme par la santé, puisqu'il y a le mondialisme par l'écologie, le mondialisme par la santé. On voit que le mondialisme par le mondialisme bénéfique, gagnant-gagnant, la mondialisation heureuse qu'on nous vendait il y a 20 ans, ne peut plus fonctionner parce que ça a pratiquement que des effets négatifs, et qu'aujourd'hui on nous vend et on nous force à accepter la marche en avant mondialiste par de la menace et de la terreur, c'est-à-dire l'écologie, le réchauffement climatique, et puis là le virus, la pandémie. On voit à chaque fois qu'on est sorti du politique et du politico-économique pour nous faire accepter quelque chose qui en dernier lieu est politico-économique, et qui est effectivement la domination de l'oligarchie. Et donc la conclusion, c'est que les statistiques de morts et de contaminés ne correspondent pas du tout aux prévisions alarmistes qui prétendaient justifier cette mise en quarantaine des peuples et de l'économie. C'est ça le constat. Les chiffres ne sont pas là. Il y a encore un mois, l'OMS estimait à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53%, et ça change beaucoup de choses. Évidemment, ça change effectivement beaucoup de choses. Alors, il y a encore des gens qui sont dans le combat d'arrière-garde qui disent oui, mais si les chiffres ne sont pas là, c'est parce qu'on a confiné. Alors là, après, on a les études comparées de ceux qui ont beaucoup confiné, de ceux qui ont un peu confiné, de ceux qui n'ont pas du tout confiné. Et ce qui est certain, c'est que ceux qui ont beaucoup confiné ont plutôt les moins bons résultats. Et puis surtout, même si on dit qu'ils ont empêché la propagation du coronavirus, en bloquant tout le système hospitalier, en confinant les gens chez eux, les dégâts qu'on n'a pas encore mis en avant, mais il faudra le mettre, c'est qu'ils ont permis toutes les autres pathologies de se développer. Il y a des gens qui n'ont pas pu être opérés de maladies, qui n'ont pas pu être soignés, puisque les hôpitaux ne prenaient en gros personne. Les médecins n'ont pas pu recevoir de patients. Donc il y a, en dehors de l'escroquerie du corona, il y a en fait que ça a permis la prolifération de toutes les autres maladies et ça a empêché l'accès aux soins de tous les autres malades. J'ai lu dans François un article qui faisait le bilan catastrophique du confinement sur tous les plans, ce qui est assez incroyable, en disant que c'est une catastrophe de A à Z. Et immédiatement après, j'ai vu un autre article, parce que je regarde ce qui se passe dans la presse, qui disait que le pouvoir suédois se repentait de sa stratégie du non-confinement. Quand je suis allé creuser un peu, c'est pas vrai. Ils se font attaquer et ils se défendent. Et ça me fait penser aussi à la chloroquine. Je vois encore, j'ai regardé BFM TV hier, il y avait encore des bandeaux. Maintenant que la disqualification de la chloroquine par le Lancet a été éventée,
Et là, on voit bien qu'on est dans de l'escroquerie. Ils ont relancé un autre truc venu d'ailleurs, et sur BFM, il faut vraiment qu'ils aient des intérêts très forts pour continuer jusque-là, malgré je dirais presque le danger pour leur audience. Ils continuent à attaquer la chloroquine et Raoult. Ils continuent. C'est-à-dire qu'il y a encore des escarmouches et une guerre d'arrière-garde sur oui, le confinement c'était bien et non, la chloroquine ça marche pas. Malgré le scandale du Lancet qui jette le trouble sur ces résultats. On voit que l'oligarchie et ceux qui sont au service de l'oligarchie ne veulent quand même rien lâcher. Ce qui veut dire que y a un enjeu bien plus profond que la médecine. Hein. Je crois que vraiment ils sont au bout de leur rouleau de domination et ils savent que c'est les périodes où le pouvoir est le plus brutal, c'est toujours le moment qui précède le moment où il va perdre le pouvoir, hein, si on regarde bien l'histoire. Hein. Et là, ils sont d'une brutalité stratégique, hein, je veux dire, et même d'une brutalité intellectuelle et voire au-delà, qui est la marque d'une panique. Et puis il y a un troisième tweet, fin du Raoult, charlatan démasqué. Pardonnez-moi, oui. C'est pas un charlatan. J'appelle charlatan un type qui se prend pour un devin, qui prédit en février la fin d'une pandémie alors qu'il y connaît rien, qui vend une molécule qui ne marche pas, qui marche autant qu'une pastille Valda, qui brouille la recherche, qui vomit sur la méthode, c'est un déni de la science déguisé en défense de la science. Oui, charlatan, je me fous qu'il soit infectiologue et qu'il ait des diplômes, comme on dit. Donc, plus ça va aller, plus on aura le recul, et plus on saura que rien n'était justifié de cette mise en quarantaine des personnes et de l'économie. Et il va falloir que le pouvoir, je dirais, tienne par rapport à ça, parce que tout ça, effectivement, produit une montée de colère, une montée d'insoumission. Sur deux niveaux, c'est vous nous avez menti, vous nous avez enlevé nos libertés, hein, c'est très important. Vous nous avez même menacé, collé des PV, etc. Parce qu'il y a l'aspect enfermer et punir. Hein, rappelez-vous les écrits de certains aux auteurs de la French Theory des années 60-70. Et puis surtout, ce dont on va parler après, je crois, c'est la destruction de l'économie et de l'économie réelle. Hein. On voit bien que ce qui a été détruit en France par ce travail de confinement, c'est ce que j'appellerais l'économie libre. Et c'est l'économie libre qui fait les hommes libres, hein, en régime libéral, c'est quand même le cas. Et c'est ça qui a été attaqué, ce qu'on appelle les TPE, PME. Hein, c'est ça qui a été attaqué très violemment. Sans compter qu'ils n'ont toujours pas le droit de retravailler, hein, quand on regarde les restaurateurs et d'autres. En banlieue parisienne, Jean Terlon ne rouvrira lui les portes de son établissement que vendredi. Le gérant craint déjà de voir refuser des clients car la moitié des tables sera condamnée pour respecter 1 mètre de distance. Avec ces contraintes impossibles selon lui de relancer pleinement l'activité, l'entreprise a déjà perdu 90 000 € de chiffre d'affaires. Et il n'y a pas que dans les restaurants que ces mesures posent problème. Sur les chantiers, difficile de faire respecter 1 mètre de sécurité. Même chose dans certaines usines. Ils sont toujours maintenus dans la dèche économique, dans l'endettement, alors qu'on était déjà dans une période pas favorable. Donc on voit vraiment une volonté jusqu'au bout de casser les reins des PME, TPE, c'est-à-dire en fait de la petite et moyenne bourgeoisie, je dirais pas blanche parce que je veux pas rentrer dans l'identitarisme, en fait oui, le casser l'homme libre, et l'homme libre en France qui est on va dire le petit blanc entrepreneur, hein, qui est, je le rappelle, la classe productive, la classe consciente, je veux dire de la vraie conscience, la conscience par la pratique économique, et la classe indépendante, c'est-à-dire rétive à l'autorité. Et là, il faudra bien rappeler le mensonge qui est de dire que la classe révolutionnaire, c'est le prolétariat. Le prolétariat, c'est le salariat ouvrier. Le salariat est une infantilisation et comment dirais-je, une dépersonnalisation d'une certaine manière. Hein. On peut étudier le marxisme, l'a bien démontré. Et quand on lit même Lénine, il dit bien qu'on ne peut arriver à une révolution que quand on arrive à adjoindre la classe moyenne au prolétariat en colère et en souffrance. La classe moyenne, elle, est autonome. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de leader de la classe moyenne qui viendrait d'en dehors de la classe moyenne. Et récemment, on a remis en ligne une vidéo très importante d'un personnage dont on ne parle jamais et qui a un peu disparu et pour lequel j'ai un très grand respect, qui est Gérard Nicou. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, a incarné, après Pierre Poujade. Poujade, c'est l'immédiate après-guerre, hein, les années 50, et Nicou, c'est les années 70. La défense des TPE, PME, ce qu'on appelle les petits commerçants, ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, qui est toujours insultée d'ailleurs par les marxistes qui mènent un combat. Hein. On insulte toujours le petit bourgeois, alors que le petit bourgeois, il est incarné au cinéma et dans l'esprit français par Audiard. Hein. C'est l'esprit Audiard. Hein. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste.
des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est certain. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est le français, hein, voilà. Ce Nicou défendait les PME, TPE, hein, les petits commerçants, et il a subi des violences incroyablement supérieures à ce que subissent les cadres de la CGT ou ce que subit le mouvement ouvrier, qui est totalement encadré. On voit très bien que tout ça est ritualisé. CGT, patronat, réunion, manif, nation, Bastille, République. Si la CGT appelait une grève générale, par exemple, une grève ça générale, ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce qu'on peut... sur quoi? Et alors que Nicou, c'était de la vraie révolte, avec notamment s'attaquer à la fiscalité, à la surfiscalité des travailleurs productifs, des petits entrepreneurs. Ça, on voit bien, la violence fiscale montre bien à qui on s'en prend, qui produit la richesse, où on va la chercher et qui on persécute. Hein, en régime bourgeois, la persécution, c'est la persécution fiscale. On vient me voir dans mon café, petit café, vous l'avez vu, et le soir, les volets fermés, on discute. Et on commence à me dire, tiens, on est allé, parce qu'à l'époque, on est allé sur tel chantier, on a piqué 5-6 bâtons de dynamite, est-ce qu'on peut s'en servir? Ah oui, pas de la perception, là, une perception qui nous a... Ah ben, allez-y, boum! Et ça va faire un boum, un peu de partout. À quel point Galion battra les records? 9 perceptions dans la même nuit! La classe moyenne est autonome, elle est rétive au pouvoir, elle est la classe des hommes libres, parce que c'est la classe de l'économie libre, et elle produit la richesse, et elle est la classe persécutée, en réalité, par le pouvoir parasite via la fiscalité, puisque la classe moyenne produit la richesse, et on va dire l'État profond, hein, l'oligarchie, les élites, sont purement parasitaires. Je rappelle que tout le personnel politique, qu'il soit de gauche ou de droite, sont des gens, on peut prendre d'ailleurs aussi bien Mélenchon que à droite Macron. À Macron, c'est un prédateur bancaire, hein, ça produit aucune richesse, à part l'avoir aidé à liquider Alstom, volé Alstom, il ne sert à rien. Quant à Mélenchon, c'est un professionnel de la politique qui n'a jamais mis l'ongle d'un pied dans le monde du travail. Hein. Il ne fait qu'en parler du travail. Hein. Comme quand il parle de la classe ouvrière. Hein. Il a fait que d'abord la trahir, puis la regarder, et puis en dernière instance essayer de la manipuler, et il n'y arrive même pas d'ailleurs. À gauche, avec la casquette, un syndicaliste de Sud. On a vraiment un problème avec les anciens ministres. Moi, j'ai un problème avec les cons, en général. Il y a un instinct. Voilà. Donc, quand je regarde tout ça, je vois que je me souviens de Gérard Nicou. Je croyais qu'il était mort. Il est toujours vivant. Le coronavirus a servi à mettre à genoux la classe moyenne française, parce que l'État profond a compris, comme je l'ai compris moi, qu'après les gilets jaunes viendront nécessairement les gilets bruns. C'est-à-dire qu'après la colère populaire on va dire des gens qui ont été sortis de l'économie, qui sont plutôt du prolétariat relégué et du sous-prolétariat, qui sont en souffrance et en colère, mais moins dangereux, hein, parce que il y a après la colère de la classe moyenne, parce qu'effectivement, la classe moyenne des TPE, PME, de toute façon, est dans le collimateur de l'oligarchie mondiale et de l'État profond. Hein. On voit bien qu'il y a une logique de concentration du capital, il y a une logique de surfiscalité. La logique du pouvoir oligarchique terminal, qui d'ailleurs correspond aux analyses de Marx, c'est d'abolir totalement la classe moyenne, qui est l'économie libre et l'homme libre, pour qu'il ne reste plus que en haut, on va dire l'hyperclasse du capital mondialisé, hein, c'est-à-dire la très grande bourgeoisie. On verra qu'elle est très marquée. Hein. Et puis en bas, ce n'est même plus le prolétariat, parce que ça, j'avais encore un coup de retard quand je parlais de salariat généralisé. Je voulais dire encore plus simplement, en haut, ça sera les GAFA, hein, c'est-à-dire, on va dire les États profonds. Hein. Et en bas, ça sera quoi? Les nègres à vélo de Uber. Hein, voilà. Et entre les deux, rien. Hein, c'est-à-dire qu'on supprime la classe moyenne. C'est le seul moyen politique pour que l'oligarchie mondiale puisse aller au bout de sa dictature. Hein. Sinon, elle va se prendre la classe moyenne dans la gueule. En Italie, on le sent déjà monter. En Angleterre, avec le Brexit, c'est sans doute ça aussi. Et que je crois que là, on est dans une stratégie qui s'appelle la guerre préventive, qui est une spécialité communautaire aussi.